Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'ai bien dormi, en pleine forme pour ce 6ème épisode de Rejour. On est aussi en présence d'un maillot floqué du numéro 73, ceux qui connaissent le numéro 73 de Sassuolo ne sont pas surpris de ce choix qui est assez original, c'est la première fois qu'on porte un maillot de club et pas de pays. Mais on évoquera l'Italie bien assez tôt, d'abord on va commencer comme d'habitude par le premier match de la journée, Finlande-Russie, et ensuite à la toute fin, je vous ferai ma section prono pour les matchs du jour qui sont super excitants, super sympas. On a une belle journée de football devant nous, en tout cas à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc Finlande-Russie d'abord, on est parti, c'était le match de 15h à Saint-Pétersbourg, et alors un match que la Finlande avait bien démarré avec un but tout de suite, d'entrée de jeu au bout de moins de 5 minutes de jeu. C'était un but de Pohjanpalo, c'était le deuxième but de la Finlande sur son deuxième tir cadré du tournoi, sur son deuxième tir tout court du tournoi, c'est ça que je voulais dire, puisqu'il n'avait eu qu'une seule tentative contre le Danemark qui avait fini au fond, mais malheureusement pour eux, Pohjanpalo était hors jeu, donc but refusé. Ils ont eu d'autres mouvements assez intéressants aussi, c'était souvent à l'initiative de Pohjanpalo, comme ici avec un ballon piqué pour Teemu Pukki dans la profondeur qui aurait pu faire mal, à l'initiative de Pohjanpalo ou de Glenn Kamara que j'ai trouvé un peu intéressant, suffisamment de percussion et d'audace on va dire, un bon combo, suffisamment des deux pour apporter un petit peu de poids en transition offensive. Après globalement quand même la Russie s'est montrée supérieure et a fait respecter la logique. C'est dur de situer son vrai niveau je dirais, parce que finalement entre la Belgique où elle s'incline 3-0 sur son premier match et ici la Finlande, entre la Belgique et la Finlande il y a un delta qui est assez significatif, assez substantiel. Donc dur de dire où est la Russie vraiment sur son niveau de perf, on attendra le match contre le Danemark pour être plus fixé, mais ce qu'on peut dire de sa production sur le terrain, je dirais qu'il y avait des choses intéressantes, notamment son côté très large avec ballon. Je pense que l'idée c'était contre un bloc bas, qui était lui-même assez large, le 5-3-2 finlandais, il fallait l'étirer au maximum pour réussir à trouver des espaces et on va dire des liaisons au cœur du jeu, c'est ce qui a été le cas. Et ça a aussi permis à la Russie d'être assez juste dans le dernier tir, j'ai trouvé. Alors c'était pas flamboyant, c'était pas extraordinaire, mais un certain redoublement de passes dans la surface. C'était aussi parce que la Finlande était super basse et parce que les centraux finlandais coulissaient pas super bien, mais à plusieurs reprises on a vu la Russie combiner avec un certain degré de justesse dans la surface. Finalement il ne l'emporte qu'1-0 grâce au but de Miranchuk. Miranchuk qui fait un bon match, qui marque mais pas que, et qui a globalement gagné sa place dans le 11 je dirais. Je pense que Cherchesov le reconduira sur le troisième match alors qu'il n'avait pas été titulaire pour démarrer sur le premier. Meilleure Russie que contre la Belgique, c'était pas difficile en même temps, a fortiori contre cet adversaire. Un meilleur match que contre la Belgique, mais c'est pas très significatif. Et la note, franchement, pas foufou, c'était une manière de commencer la journée qui était un peu molle, tranquille. J'ai mis 8 sur 20, c'est une de nos pires notes pour l'instant, mais ça reflète globalement la qualité de la rencontre qui n'était pas extraordinaire. Donc voilà pour Finlande-Russie, un match qui est, je pense qu'on va vite oublier sur ce tournoi. Ensuite, Turquie-Pays de Galles, un petit peu plus intéressant, mais surtout pour une équipe. Et cette équipe, c'est pas la Turquie. Un nouveau match et un nouveau naufrage de la Turquie, qui est en fait quasiment mathématiquement éliminé maintenant. Il y a 0 points en 2 matchs et moins 5 de goal average, moins 3 contre l'Italie et moins 2 maintenant contre le Pays de Galles. On a vu les mêmes problèmes que ceux qu'on avait aperçus contre l'Italie, à savoir beaucoup d'approximations techniques dans l'entrejeu, qui avaient empêché de construire grand chose. Contre l'Italie, c'était en transition offensive, qui avait empêché les Turcs de dérouler leur jeu. On avait vu quelques matchs auparavant qu'ils étaient plutôt bien dotés pour attaquer rapidement la profondeur, pour mettre en place des attaques rapides. Là, ça a nouveau été le cas, même sur du jeu de position un peu plus classique. Beaucoup d'approximations techniques dans l'entrejeu, beaucoup d'erreurs individuelles, qui ont conduit à une prestation et une production avec ballon très pauvre. Franchement, Turquie, super inquiétante, décevante, quasiment éliminée, donc c'est même plus de l'inquiétude, c'est juste de la déception. Un autre point qu'on peut ajouter, qui avait déjà été le cas contre l'Italie, c'est une intensité émotionnelle que j'ai trouvé très mal maîtrisée. Quand Burak Yilmaz rate sa première occasion au bout de 9 minutes par exemple, ça vous a peut-être sauté aux yeux, c'était assez flagrant, mais il a une réaction de possédé absolue, et je crois que son côté rage de vaincre a été un petit peu dominé par un autre côté, c'est un côté énorme pression que la Turquie avait, que peut-être Burak Yilmaz avait en tant que leader de cette Turquie. Après, c'est pas le seul élément qui va dans ce sens, il n'y a pas seulement ce raté de Burak Yilmaz, il y en a d'autres. Il y a une énorme occasion gâchée de sa part ensuite qui lui ressemble pas. Pareil dans le temps additionnel où ça part un petit peu en fight avec les Gallois et on sent que les Turcs sont vraiment à bout de nerfs. Voilà, grosse tension, grosse pression, je pense qu'ils ont subi. J'ai entendu qu'ils s'étaient excusés publiquement après la défaite contre l'Italie, après leur non-match contre l'Italie sur la première rencontre. C'est pas un super contexte dans lequel évoluer, on imagine la forte pression publique qu'il existe pour que tu sois obligé de t'excuser après le tout premier match, même si la production était indigne, c'est vrai, même si c'était très pauvre.
Disons que ça te met pas dans un super état d'esprit pour la suite. Et ça c'est confirmé, il y a ça. Et puis de manière générale un match très difficile des Turcs, alors que de l'autre côté les Gallois ont réussi beaucoup de choses, sauf à la finition peut-être, où avant d'ouvrir le score par exemple Aaron Ramsey avait beaucoup gâché. Bale aussi, bon notamment forcément ce penalty tiré au-dessus. Mais on retiendra, si on doit retenir des éléments positifs, on retiendra la qualité en transition offensive de Dan James, qui réussit 3 dribbles sur 3 tentés, qui a apporté beaucoup de percussions sur son flanc. Et même de Kiefer Moore, la qualité en transition de Kiefer Moore, à laquelle on s'attend peut-être un petit peu moins vu son gabarit, mais bien illustré ici par un extérieur du pied sympa pour Bale, qui le trouve dans une poche d'espace intéressante. Et puis, malgré ses gros ratés, si on continue un petit peu sur le prisme individuel, malgré ses gros ratés, Ramsey marque le but de l'ouverture du score, et il y a aussi même un retour salvateur à la 80e minute. Il a été, gros volume pour Ramsey. C'est peut-être un des 2 hommes qu'on ressort de cette rencontre. Sur la note du match, je ne monterai pas très haut non plus, j'ai mis 9 sur 20, parce que globalement pas un très grand match, Turquie super décevante, mais les Gallois s'en satisferont, ils s'en foutent totalement de la note du match. Ils sont quasi officiellement en 8e maintenant, de mon point de vue ils le sont officiellement, c'est impossible qu'ils ne le soient pas avec les 4 meilleurs 3e qui se qualifient. 4 points en 2016, c'était large suffisant pour se qualifier, donc ils seront en 8e, je pense qu'on peut le dire, et ils ont de bonnes chances même de finir à la 2e place, donc voilà, l'objectif est accompli pour le Pays de Galles, et on termine maintenant avec le match de l'Italie, Italie contre la Suisse, c'était le match de 21h, c'était le match qu'on attendait le plus, et il a répondu présent. Alors autant on s'était bien trompé sur le prono de la Turquie en outsider, quand j'avais fait ma vidéo un peu preview de l'Euro, et qu'on avait distingué plusieurs équipes par catégorie, c'était la surprise, la déception, l'outsider, et le vainqueur / le gros favori. Autant on s'était bien trompé sur le prono de la Turquie qu'on avait mis outsider, autant celui de l'Italie favorite numéro 1 commence à prendre forme, franchement, c'était déjà le cas sur le premier match. Là, encore une énorme rencontre, encore une grosse production collective très impressionnante. C'est ce que je me suis noté globalement. Le fait que l'analyse est assez simple en fait, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments qu'on a vus contre la Turquie en ouverture, mais en mieux. On a par exemple encore vu Bonucci qui casse des lignes avec ses passes pour trouver des relais intérieurs, j'en ai compté 4 juste en première mi-temps. On a encore vu un Barella rayonnant, même si peut-être un petit peu éclipsé par Manuel Locatelli, bien sûr. Double buteur et 2 super buts, j'ai envie de dire. 2 buts qu'il ne doit qu'à lui-même. Le premier c'est peut-être un peu plus discutable parce que c'est à la conclusion d'un mouvement collectif, d'un très très beau mouvement. Mais il le doit qu'à lui-même dans le sens où sa projection est réussie. On l'attend pas nécessairement dans cette zone, d'ailleurs les Turcs sont pas du tout au marquage, sont pas là pour le couvrir, l'ont pas dans le radar ou dans le viseur. C'est un vrai dépassement de fonction de Manuel Locatelli et il est récompensé par ce but. Et le deuxième, là il le doit vraiment qu'à lui-même, là ça c'est sûr, c'est cette frappe du gauche extérieur de surface. Alors autant Verratti sur sa qualité technique, sur sa qualité de récupération bien sûr, il peut apporter énormément à cette squadra, je pense qu'il aura encore un rôle à jouer dans la campagne italienne. Maintenant, c'est vrai qu'il va avoir du mal à déloger Locatelli sur ce qu'on a vu ce soir, sur cette frappe de l'extérieur de la surface, sur cette projection bien sentie. C'est pas dans ces zones et dans ces registres que brille Marco Verratti, et finalement, ce trio de l'entrejeu italien qui est à la base de son succès, dont on a parlé à plusieurs reprises, il est très complémentaire. Barella fait des choses différentes que Locatelli, qui fait des choses différentes que Jorginho. C'est un très très bel entrejeu, super séduisant, et voilà, Verratti aura peut-être un petit peu de mal à trouver sa place dans ce trio qui fonctionne, mais c'est bien d'avoir plein de joueurs de qualité, et sans doute qui jouera un rôle. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le milieu de terrain. Je vois pas Barella sauter non plus, donc un vrai problème de riche pour Mancini, mais c'est un beau problème, c'est un problème de riche, ok. On a encore vu aussi les débordements de Spinazzola en parlant des choses qu'on a encore vues et peut-être pas en mieux parce qu'il y en a eu moins quand même. Les feintes ont eu peut-être un petit peu plus de mal à passer, un peu moins couronné de réussite que contre la Turquie, mais il y en a un en particulier que j'ai en tête. Sur la première mi-temps, il a porté cette largeur, cette percussion et s'inscrit plutôt bien je trouve, même si sur la qualité absolue, c'est pas un top joueur, mais il s'inscrit plutôt bien dans le projet d'une Italie qui cherche à aller très vite vers l'avant dès la récupération. On le voit parfois sur des moments que je trouve super intéressants, c'est que le ballon vient d'être récupéré, quelque part la touche qui récupère le ballon et la touche qui lance la transition, c'est la même touche. Comment dire, le geste de récupération, c'est cette passe vers l'avant. On a vu Jorginho en mettre une à plusieurs reprises. Peut-être que je vous trouverai un screenshot, je sais plus si c'est Jorginho ou un autre, mais une que je me suis notée. Bref, ça me parle énormément et c'est une des forces de cet entrejeu, entre autres, mais tout le projet collectif de cette Italie est bien complémenté par cette propension à aller très vite vers l'avant et avec beaucoup de qualité, beaucoup de justesse et de précision. Donc ça
ça m'a beaucoup plu. Et enfin, on a encore vu, comme contre la Turquie, un but d'Immobilier après une grosse occasion ratée en première. Un but d'Immobilier sur une action à très faible expected goal, c'est cette frappe depuis l'extérieur de la surface. Après un raté un petit peu plus facile en première mi-temps, même s'il faut la mettre cette tête. Elle n'est pas évidente. Voilà, techniquement et sur sa production avec ballon, j'ai pas vu de meilleure équipe que l'Italie sur le tournoi. Sur sa capacité à défendre en avançant, sur son contre-pressing, sa défense dans des zones avancées, j'ai pas vu mieux que l'Italie sur le tournoi. C'est une superbe équipe qui mérite d'être là où elle est, c'est-à-dire la première nation officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, le chouchou du public pour certains. On avait fait sur la preview, j'y reviens un petit peu, et j'y reviendrai au cours du tournoi, parce qu'on a distingué plusieurs sélections, l'Ukraine comme surprise potentielle. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais sur la preview du tournoi, on avait terminé par un petit ticket. On s'était mouillé sur deux choses. C'est la Turquie en quart de finale. Bon, ça, on voit ce que ça donne. Et l'autre, c'était double vainqueur, Italie ou France. Et ça, par contre, c'est plus intéressant tout de suite. Pour l'instant, pour moi, dans des registres très très différents. On a vu entre avant-hier soir et hier soir les deux meilleures équipes du tournoi, à nouveau dans des registres super différents. Et donc, belle Italie. Pour la note du match, à mon sens, ça perd des points parce qu'on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. On n'a pas du tout parlé de la Suisse d'ailleurs, mais elle a été très décevante. J'attendais de voir Embolo dans un registre comme celui qu'on a vu en deuxième mi-temps contre le Pays de Galles, beaucoup de percussions axiales. Bon, là, c'est plus difficile aussi parce que la défense est meilleure, je pense que c'est juste ça. Mais défensivement, cette Suisse laissait beaucoup d'espace sur les temps de sortie, la vitesse des sorties sur les temps de passe, etc. Il y a tellement de choses à redire niveau micro-tactique, des choses que j'ai vues et plein de choses que j'ai pas vues non plus, à mon avis. Donc, pas trop s'étendre là-dessus, mais ça fait que la note du match est peut-être pas si haute, puisque c'est surtout l'Italie qui a brillé à nouveau. Mais elle a tellement brillé qu'on monte sur une note qui est assez raisonnable. 14 sur 20, ça fait partie du top 5 du tournoi pour l'instant, je pense. En tout cas, si ça l'est pas, c'est pas loin. Top 5, top 6, quelque chose comme ça. Et on boucle sur l'Italie, du coup. Très belle Italie qui m'a énormément plu. Et on finit maintenant avec mes pronos. Alors, 3 top matchs. Autant sur la journée d'hier, Finlande-Russie, j'étais pas super emballé nécessairement, même si j'avais un peu envie de voir cette Finlande dans un autre contexte. Le match de 18h, c'était pas extraordinaire non plus. Turquie-Pays de Galles, c'est pas ce qui me chauffait le plus. Là, en revanche, les 3 matchs, je les attends énormément. D'abord, Ukraine-Macédoine à 15h, c'est à Bucarest. Je pense super intéressant pour plein de raisons, mais notamment parce que Shevchenko nous a montré en préparation et un peu avant qu'il y a grosso modo 2 systèmes et 2 animations différentes en fonction du type d'adversaire rencontré. Un système contre les gros, un système contre les petits. Et après avoir affronté les Pays-Bas sur un mode un peu défensif, un peu retranché, on risque de voir une Ukraine assez différente. Et déjà, ce qu'on avait vu contre les Pays-Bas, il y avait pas mal de qualité, donc c'est prometteur. La Macédoine aussi, malgré ses lacunes évidentes. Contre l'Autriche, on avait vu des grands moments de faiblesse, surtout derrière. Des centraux très lents, par exemple. Il y a des lacunes évidentes, c'est pas un petit poussé pour rien. Mais elle nous a fait une super impression sur sa volonté de jouer, sur la qualité technique vraiment régale de Bardi, d'Elmas notamment. Voilà, j'attends beaucoup cette Macédoine aussi, je pense que cette Ukraine-Macédoine est très prometteur. Je vais partir sur l'Ukraine qui est favorite et a raison, mais de mon point de vue, c'est vraiment un match à regarder, je vous le conseille, si vous avez le temps, si vous ne travaillez pas, c'est possible que ce soit le cas, à 15h un jeudi, mais voilà. C'est mon petit conseil, Ukraine-Macédoine, ça peut être sympa. Ensuite, Danemark-Belgique à 18h à Copenhague. Là, on monte encore d'un cran dans le niveau d'attente. Forcément, il y a un contexte hyper particulier autour de la sélection danoise. C'est dommage parce que vu les qualités qu'on avait aperçues contre la Finlande sur la première mi-temps, on avait vraiment un bel outsider. Là, je dois dire que j'ai un peu peur que la montagne psychologique à franchir soit difficile, soit haute. Et en face, la Belgique, c'est un super morceau aussi, donc forcément, ça crée une difficulté supplémentaire. J'ai choisi dans ce contexte la Belgique à 2. Je pense que la valeur qui est plutôt élevée de cette cote finalement pour une Belgique qui fait partie des cadres du tournoi, je pense que cette valeur élevée, elle situe plutôt bien le rapport de force. On pourrait voir un Danemark qui ressurgit, qui nous montre les qualités qu'il a montrées contre la Finlande. J'attends beaucoup de qualité sur le terrain, ça c'est certain. À Copenhague, en plus vu le contexte, c'était déjà le cas avant, mais en plus vu le contexte, je pense qu'on peut aussi s'attendre à une ambiance magnifique. Ça c'est un match que j'en rate aucun, à part Hongrie-Portugal pour des raisons très particulières comme vous le savez, mais c'est un match que je raterai sous aucun prétexte, et si j'avais la possibilité d'en choisir peut-être un sur les 3 aujourd'hui,
ce serait peut-être celui-là. Et enfin Pays-Bas-Autriche, 21h à Amsterdam. Alors si on se base sur la qualité qu'ont montré les Pays-Bas contre l'Ukraine, ça devrait leur offrir pas mal d'occasions, et peut-être a fortiori contre une défense autrichienne qui est pas spectaculaire. Le gardien Bachmann, on a vu ce que ça a donné contre la Macédoine, mais même Hinteregger, Dragovic, sans parler de leur qualité absolue, sur cette rencontre, je les avais pas trouvés super, notamment pour défendre les espaces. Donc je me dis que ce sera assez spectaculaire, un match assez ouvert. Les Pays-Bas pourraient en profiter, même si attention à cette Autriche qui avait montré de superbes choses avec ballon, qui a des joueurs délicieux. Ça a aussi un énorme potentiel spectacle. J'ai quand même choisi les Pays-Bas à domicile à 1,58 parce que pour le petit déséquilibre qu'on a évoqué. Mais je vois un match ouvert, et celui-là aussi, si j'étais vous, je le regarderais. Voilà en gros pour mes intuitions très rapides. Sur le combiné, ça nous donne quelque chose à 5,37. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous souhaitez miser sur Betclic, comme vous le savez, vous avez 200 € offerts, ou plus précisément, le premier pari remboursé à hauteur de 200 € si perdant en pari gratuit. C'est sur Betclic, vous avez accès à ce bonus de bienvenue à l'inscription avec le code promo Willou, et en plus de débloquer ce bonus de bienvenue, ce que le code promo Willou permet, c'est de me donner une belle commission à chaque utilisation. Ça m'aide énormément, n'hésitez pas à le faire. C'est bienvenu et je vous en suis très reconnaissant. Donc voilà pour tout ça, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la prochaine, le 7ème épisode d'Eurojour qui sortira demain à 7h comme chaque jour de l'Euro. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est toujours autant un plaisir de lire vos commentaires, que ce soit ici, sur Twitter, sur les réseaux. Je sens qu'il y a un petit engouement qui naît autour de cette série, ça devient le petit rendez-vous quotidien pour certains d'entre vous, en prenant le petit déj, le café, dans la voiture, en allant au taf. Franchement, ça fait tellement plaisir de lire ça. C'est un bonheur, c'est une petite fierté, et c'est un privilège aussi, donc merci pour cette confiance, et j'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire. Merci pour tout, on se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, bon Euro, bon match de l'Euro, et à très vite, bisous.